rien du tout, et puis le grand pic, ou la courbe en U. Ça, c'est très intéressant. C'est malheureux qu'on ne soit passé par des mesures totalitaires pour accéder à ces données, parce que pour moi, le mot confinement n'est pas exact. Je crois que nous avons été assignés à résidence. Et j'aime vraiment citer Camus, qui nous expliquait que mal nommer les choses, c'était ajouter du malheur au monde. Et je pense que ce que nous avons vécu dans cette crise et que nous allons vivre si nous continuons sur cette mauvaise pente, c'est qu'à force de mal nommer les entités, de mal nommer les choses, nous ajoutons du malheur à nos concitoyens et au monde de façon générale. Donc, je me suis un petit peu perdue, je ne sais plus où je voulais en venir. Donc, je vous ai parlé un petit peu au niveau de tous les pays, des différentes courbes, du fait que cette assignation à résidence, elle a montré que lorsqu'on mettait le couvercle, c'est un peu comme une idiote, une casserole qui roule, et bien si on mettait le couvercle, c'était je pense le petit confinement, parce que la situation en France, il y a un gouvernement qui va se faire tôt ou tard. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, qui connaissais pas ce problème, parce qu'on a vu de toute façon, c'est-à-dire que le virus, c'est comme si le virus Maverick Tower sent the Delta Romeo Alpha Golf Uniform November Oscar Victor continue for north departure. Donc ça c'est un aspect intéressant parce que pour moi il y a un incroyable, c'est qu'il y a quelques conclusions cela. La première, c'est que vous avez beau faire ça, c'est pas une solution. La deuxième chose, donc le virus peut circuler. La deuxième chose, c'est cette notion d'immunité collective. Alors, on ne va pas jouer sur des mots, on va dire c'est quand même un phénomène qui fait que soit c'est l'immunité, soit c'est le virus qui devient un méchant, mais de facto, une fois qu'il a bien circulé, il y a la population qui est plus à risque. Ça, c'est aussi une conclusion phénoménale de cette épisode d'avoir posé une mesure communautaire. Alors, je voudrais revenir à présent sur la question des tests Eh bien, vous ouvrez encore un mot qui a été mal nommé, c'est le mot cas. Parce que finalement, c'est RT-PCR, elle repose sur cette idée qu'à partir du moment où vous êtes PCR positif, vous êtes un cas. Évidemment, Je savais que j'étais un cas. ouais, ça vous savez. Et c'est pour ça que je suis là. C'est un problème d'avoir mal nommé les choses. C'est un problème d'avoir attribué à une technique, cette fameuse PCR, la capacité diagnostique qu'elle n'a pas, qu'elle n'a jamais eue, que le CDC avait d'ailleurs, le centre de maladies, après l'OMS, qui a été quand même, qui s'est imposé de son autorité dans le monde comme étant voilà, un peu le parole d'évangile, eh bien, nous explique que ces tests PCR ne sont pas un visée diagnostic. Pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison que si jamais je fais une PCR, à ce moment-là, il faut que je me séquence pour être sûr que j'ai bien amplifié ce que je pense avoir amplifié et que je vois d'ailleurs s'il est mutant, pas mutant et tout ce cortège d'observations qui n'a pas été fait. Donc, Alors ça, je vous coupe parce que c'est très intéressant. On entend parler du séquençage génomique depuis peu de temps, notamment à cause des variants dont on entend parler, britanniques, sud-africains, etc. Mais vous m'expliquez, je crois, que le virus SARS-CoV-2 n'avait pas été isolé. alors, il a été, il a dit être isolé, les spécialistes, alors ça je ne fais pas partie de cette
catégorie de Maverick Tower Cessna scientifiques. Delta Donc, Romeo Alpha Golf j'écoute ce qu'ils Uniform me disent, November parce que Oscar c'est Victor quand même frequency des change. pontes dont Daytona j'ai les approach emails, Cessna Delta parce qu'on Romeo est en Alpha Golf communication Uniform directe, November Oscar Victor explique is type qu'effectivement Cessna l'isolation 152 5 miles north of qui a Padre. été faite du virus Request est flight très following. critiquable parce qu'elle ne suit pas le protocole de KOCH, comme le bacille, qui répond au fait à l'exigence que quand vous, Squawk Tree vous 527 Cessna suspectez, November vous Oscar avez Victor. un des nouveaux malades, vous suspectez un agent infectieux, et donc vous allez isoler cette soupe d'agent infectieux pour pouvoir voir si effectivement il porte sur un modèle animal, par exemple, en plus on savait lequel, hein, ça devait Copy être Cessna forcément, November Oscar Victor. je ne comprends pas que les Chinois ne l'aient pas fait, c'était forcément donc la chauve-souris et le pangolin qu'ils ont sous la main, et il fallait démontrer que cet agent infectieux était capable de provoquer Il faut le faire à cette l'inverse maladie. pour revalider que ce soit bien Exactement. le Et pour responsable. dire c'est lui le responsable. Et à ce moment-là, voilà, on regarde en microscopie électronique, etc., etc. Et donc effectivement, les spécialistes disent ça n'a toujours pas été fait. Donc on est en attente. On est en attente de ce grand trou béant d'une histoire scientifique. C'est-à-dire pour faire l'histoire naturelle de la Covid-19 ou du SRAS-CoV-2, on a besoin de cet élément qui est manquant et qui est gravement manquant. Donc toujours dans le scénario de ce que nous avons vécu, c'est cette histoire de cas. Finalement, du coup, on nous a dit, ah bah oui, PCR positif, donc oui, c'est parce que vous êtes asymptomatique. Oh, cette histoire d'asymptomatique, elle a fait couler des l'encre, et puis là, tout d'un coup, on a enfin la réponse à cette C'est ce qui, question. quelque part, engendre la peur chez C'est les gens. ça qui engendre la peur à l'heure On peut actuelle. contaminer ses proches sans À l'heure savoir qu'on est actuelle, malade. évidemment, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue avec les masques, etc., ça veut dire que chacun pense que potentiellement il est contaminant. Et que l'autre est contaminant aussi. Et que voilà, exactement, il peut contaminer parce qu'il est asymptomatique. Alors ça, il y a un très très beau papier dans Nature sur, alors moi j'avais jamais vu ce chiffre-là, sur 10 millions d'individus, dans l'occurrence forcément chinois, de Wuhan, et qui explique que en fait ces asymptomatiques ne sont pas porteurs du virus. Donc en fait tout ce que nous vivons actuellement en termes de traumatisme, alors à moins que les Chinois on explique qu'ils sont vraiment ethniquement tellement différents que eux, quand ils sont asymptomatiques, Ils sont pas contagieux. ils sont pas contagieux, mais que nous aussi, ce qui est quand même un peu curieux. Enfin, vous voyez l'honnêteté intellectuelle, où est-ce que je la pousse? C'est-à-dire que j'essaye toujours de trouver des hypothèses. Enfin voilà, pour moi, on doit se rendre à l'évidence que cette histoire d'asymptomatique, elle ne tenait pas. Et effectivement, en fait, c'est assez simple, c'est que si je suis PCR positif, il faut quand même avoir un certain nombre de particules virales dans la salive pour être contagieux, et que logiquement, mon organisme, si j'en ai beaucoup, est en train de réagir d'une façon ou d'une autre, et donc j'ai quelques symptômes. Ça peut être une petite fièvre, ça peut être une grande fatigue, ça peut être des signes dermato, ça peut être, comme vous le savez, le cortège des signes de Covid-19 qui étaient très 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 divers. Alors il y a un élément, on a parlé des tests PCR, mais il y a quelque chose qui est évoqué notamment par le professeur Didier Raoult, c'est la question des eaux usées. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les eaux usées pour voir la situation en fait à un instant T, la situation épidémique à un instant T d'une zone. Et vous m'expliquez que c'était très intéressant parce que c'était une photo beaucoup plus précoce que des tests RT-PCR massifs par exemple. Voilà, alors donc comme la RT-PCR, on l'a vu, d'ailleurs j'attire votre attention sur le fait que la Cour du Portugal, le 11 novembre 2020, on est quand même en Europe, a invalidé cette méthode comme étant une méthode pour permettre le diagnostic. Et puis ce papier de Nature avec cette forme asymptomatique devrait invalider de fait ces RT-PCR, ou alors on séquence derrière. Bien sûr. Voilà. Alors heureusement, il y a un nouveau test qui se met en place, le EasyCoV-2 dans la salive. Je n'ai pas d'action EasyCoV-2, mais en tout cas depuis le début, parce qu'ils l'ont développé depuis le début, la colorimétrie à la couleur, c'était extrêmement sensible, et c'était un très joli test, donc je n'ai jamais compris pourquoi on ne le mettait pas en œuvre. Il n'était pas coûteux, facile à mettre en œuvre sur la salive, donc tout plein que des avantages. On aurait eu probablement beaucoup moins d'ennuis.
Donc, alors, sur les eaux usées. Les eaux usées, c'est qu'en fait, il y a une chose qui est extraordinaire que la France a faite, c'est qu'elle a mis en place deux observatoires pour effectivement collecter les eaux usées et voir qu'est-ce qui traînait. La concentration dans la virale, concentration. Et ça s'est avéré un outil remarquable. Donc il faut faire cocorico, il faut dire qu'on a vraiment fait une découverte majeure qui permettait même d'anticiper le moment où les gens déclenchaient les symptômes. Et donc ça, c'est très très intéressant, parce qu'évidemment, on peut se dire que si on mettait ça à la sortie de chaque EHPAD, on aurait donc les outils, sans enquiquiner les gens, d'être dans l'anticipation, de voir que qu'est-ce que ça veut dire dans les eaux usées. C'est important que les gens comprennent. Donc en fait, c'est que, pardonnez-moi, vous pissez de l'ARN du SARS-CoV-2. Et donc, oui, je suis désolée. Ça le mérite d'être clair. Ah ben ça le mérite d'être clair, parce que ça pose aussi quand même la question, après le vaccin, qu'est-ce qui va se passer, finalement. Donc ces ARN sont suffisamment stables pour qu'on puisse les retrouver dans les eaux usées, et donc donne un marqueur avant que vous soyez malade, avant que vous ayez les symptômes, enfin au tout début en fait, dès le début. Au tout début de la contamination. Et donc c'est pour cela que c'est un marqueur extraordinaire et qui, en termes de santé publique, doit être largement établi, validé, et qu'on en tienne compte, que du coup ça définisse une politique sanitaire réelle, pas une urgence sanitaire. Alors justement, quoi qu'on pense de cette urgence sanitaire, une chose est certaine, c'est que le vaccin, lui, est bien là. Depuis le 27 décembre en France, certaines personnes ont pu déjà se voir administrer le vaccin Pfizer. Il y aura dorénavant le Moderna qui arrive et l'AstraZeneca. Je vous arrête, vous avez vu quand est-ce qu'ils ont commencé les injections? Oui, j'ai vu, c'était mon anniversaire. C'était à quel jour? 27 décembre. Oui, mais quel jour de la semaine? Un dimanche. Ah bah là, non. C'est original. C'était pour que Morissette puisse profiter de son dimanche. C'est quand même étonnant, hein. Ça m'a quand même étonné cette date du dimanche. Alors moi je fêtais la Sainte Famille, vous fêtiez votre anniversaire. C'était comme quoi c'était vraiment pas une jolie date de choisir cette date du 27 décembre. Pardonnez-moi. Alors en tous les cas, ça m'a interpellée parce qu'en fait en Israël c'est de la même façon, ils sont très choqués parce qu'ils vaccinent les jours de Shabbat. Il y a quelque chose qui est éminemment pas respectueux. Hein. Donc par rapport à la loi de bioéthique, etc., on voit qu'il y a quelque chose qui ne respecte pas l'homme tel qu'il est. C'était oui, alors l'urgence prime, comme vous dites. Il fallait donc commencer le 27, le dimanche 27, et non pas le lundi 28. Ça aurait été terrible. Alors, vous avez contribué au fait et j'allais dire à la vulgarisation du terme de thérapie génique pour évoquer ces vaccins. C'était également le cas du professeur Christian Perron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous préférez ce terme? Alors, je préfère pas ce terme. Eh ben, c'est top. je constate que le mot vaccin n'est pas le terme adapté à ce que nous faisons. Parce que dans la littérature d'ailleurs, c'est tout récent. Je précise qu'on va se concentrer sur le vaccin Pfizer. Hein. Oui, c'est important que tout le monde comprenne bien qu'on ne parle pas de tous les vaccins, là on va se concentrer sur le Pfizer. Il y a une chose sur laquelle on peut parler de tous les vaccins. C'est le principe même au-delà de l'indication qu'il y a, compte tenu des courbes que je vous ai montrées de mortalité, qu'il y aurait à vacciner les gens actuellement, et de ces, une fois qu'il y a le pic, il n'y a plus rien. Il y a quand même un problème que ces vaccins anti-coronavirus, ils ont démontré un vrai souci qu'ils déclenchent alors ils font certes les vaccins font certes produire des anticorps, mais ces anticorps, c'était le fameux interférence virale dont je vous avais un petit peu parlé en simplifiant les choses en juillet. Ces anticorps peuvent être ou des gentils anticorps qui neutralisent, ou des anticorps méchants qui veulent venir finalement faciliter l'entrée du virus. Et ce qui fait qu'on observe effectivement, après l'injection de la dose 1, une augmentation des cas de cas de coronavirus. Ça, on l'a vu dans les différents pays. On vient de le voir en Israël. 4500 cas de coronavirus post-injection de la première dose. Au point que l'Académie de médecine s'est alertée sur l'affaire. Sur la possibilité de prolonger le temps entre les deux doses, hein, il me semble. Alors, en fait, ce qu'ils disent, ce qui est en
Sur le ennuyeux, c'est communiqué qu'en de presse, fait... le titre, c'est élargir le délai entre les 2 injections de vaccin contre la Covid-19. Oui, mais quand vous regardez la phrase du communiqué dans le détail à l'intérieur, ils expliquent un petit peu ce qu'ils craignent. Et ils l'expriment à un temps de la langue française que personnellement je n'ose jamais utiliser, c'est le futur. Mais je sais que l'Académie de médecine ne fait jamais rien de hasard. Ils avaient bien mis en évidence l'importance de la vitamine D pendant la crise, la crise épidémie. Donc ils tiennent vraiment bien leur rôle de lanceur d'alerte, si je puis le dire. Et ils utilisent le futur pour dire que... Au plan collectif, l'obtention d'une couverture vaccinale élargie mais fragilisée par un faible niveau d'immunité constituera un terrain favorable pour sélectionner l'émergence d'un ou plusieurs variants échappant à l'immunité induite par la vaccination. Alors c'est assez clair, enfin pour nous, dans notre jargon, c'est très clair. Ça veut dire que la politique du gouvernement de décider de massivement injecter la première dose sans savoir du point de vue logistique quand est-ce qu'on va injecter la deuxième dose et sans non plus assurer un suivi en alertant les gens qui sont dans un contexte de faible immunité, risque effectivement non seulement de les mettre en danger, puisqu'effectivement ils disent bien que... Ils disent qu'il faut prescrire un renforcement des mesures barrières pour ces sujets et que par ailleurs il faut éviter d'espacer les deux injections pour les plus de 50 ans. Voilà, parce qu'effectivement cette faible immunité qu'ils vont avoir les rend particulièrement vulnérables à l'infection. Et pourquoi? Parce qu'en fait il y a ce phénomène de ADE et complété de ERD. ADE, Antibody Dependent Enhancement, ERD, Enhanced Respiratory Disease. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait qu'on sait que lorsqu'on vaccine anti-coronavirus, on a ce risque d'empirer la maladie. Et ça, c'est une chose sur laquelle les scientifiques ont alerté en disant qu'il faut un consentement éclairé spécifique au vaccin anti-coronavirus. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème du vaccin, c'est le problème de dès qu'on va vacciner anti-coronavirus. Donc ça, c'est un aspect qui est important et qui dépasse le Pfizer. Si maintenant on revient au Pfizer, c'est ce qu'on appelle ce vaccin ARN. Non, ce n'était pas comme ça qu'on l'appelait. On n'appelait pas ça un vaccin ARN, on appelait ça effectivement des thérapies géniques à base d'ARN. Je travaille depuis 12 ans à cela, c'est-à-dire qu'en fait je suis d'abord une amoureuse de l'ARN, une adepte convaincue du pouvoir de l'ARN de faire énormément de choses, au point que j'ai même été associée éditeur d'une revue qui s'appelle Current Gene Therapy, c'est-à-dire thérapie génique actuelle, dédiée à l'ARN. Donc s'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé par soigner par l'ARN, surtout qui n'est pas réfractaire à utiliser l'ARN. Non, sinon ça fait autre chose. Je fais autre chose. Hein. Mais évidemment. Donc, non, mais ça c'est important aussi. C'est important. C'est pas une question dogmatique. Mais bien entendu, ni sur les vaccins, ni sur l'ARN. Au contraire, je veux dire, moi, je suis extrêmement malheureuse de ce qui se passe parce qu'effectivement, en revanche, parce que je connais l'ARN, parce que je connais toute cette littérature, tout le potentiel, l'administrer à des individus sains me paraît effectivement de l'ordre de la folie. C'est-à-dire vraiment, je pense que c'est inconcevable compte tenu de la versatilité de cette molécule d'ARN, d'être capable d'interagir avec une foultitude de molécules, d'être capable d'être coupé en petits bouts qui peuvent vous faire aussi plein de choses, etc., de l'utiliser sur des individus sains, c'est pour moi pure folie. D'ailleurs, il n'existe pas, on avait avancé sur des thérapies à base de VEGF en ARN, on n'a pas abouti, pas encore. Donc vous voyez que si on n'y arrive même pas encore sur les malades, alors le mettre en œuvre sur une population saine, c'est pour cela que je dis que c'est de la folie. C'est pas de la folie dans l'absolu, c'est de la folie dans le cas, dans les circonstances actuelles de dizaines d'années de développement, de connaissances qui s'accumulent. Alors ça, malheureusement ou heureusement, ce que vous évoquez, c'est la crainte de voir des effets secondaires se produire, mais à long terme. Parce que la grande question aujourd'hui, c'est qu'on nous parle essentiellement des effets secondaires qui arriveraient quelques
quelques heures, quelques jours ou quelques semaines après les injections. Mais on peut aussi penser, ça s'est déjà produit, hein, on peut penser que ça ait des conséquences plus tard. Oui, alors, en tout cas, pour vous revenir sur le mot thérapie génique, ça ne me semble pas exact. Pourquoi? C'est le terme que j'ai effectivement utilisé parce que je ne trouvais pas d'autre mot. Parce qu'en fait, c'est le mot qu'on utilise chez nous. Mais la thérapie, elle s'adresse à des gens malades. Absolument. C'est ça la nuance. Donc ça n'est pas une thérapie génique. À ce moment-là, ça n'est pas non plus un vaccin parce qu'il n'est pas... il ne répond à aucune des catégories de définition de vaccin qu'on connaît jusqu'à présent. Donc c'est une information génétique. Et donc en fait, on est sur un mode... alors si vraiment, pour ne pas perdre les gens, on va utiliser le mot vaccin, à ce moment-là, c'est un vaccin génique expérimental. Mais il est très important de garder bien le mot génique, parce que sinon, on est en train de tromper la personne. Le but étant de vous injecter une information génétique dans votre corps. Et ça doit être clair pour les gens. C'est-à-dire que, vous savez, on a fait des tomates OGM. La tomate OGM, j'injecte une information génétique dans la tomate. Je vais donc vous injecter une information génétique. Elle n'est pas de vous, elle n'est pas humaine, elle est d'un virus. Je vous demande donc de vous mettre à produire une protéine de virus. Nous sommes dans l'expérimentation la plus totale, puisqu'effectivement, nous ne connaissons pas, comme vous l'avez dit, tous les effets qu'il pourrait y avoir alors, à court, moyen et long terme d'une telle expérimentation. Alors, sur ce plan, justement, il y a quelque chose qui devrait nous rassurer, en tous les cas, c'est la pharmacovigilance. La pharmacovigilance que la France a mise en œuvre. En théorie. Normalement, sont répertoriés tous les effets secondaires suite à la vaccination, suite d'ailleurs à l'administration d'autres médicaments. Oui. Eh bien, écoutez, cette pharmacovigilance, elle pose un vrai problème. C'est qu'en France, elle a été dessinée pour ne rapporter que les cas qui n'étaient pas précédemment listés dans ce qui pouvait advenir d'effets secondaires adverses, d'événements adverses dans le protocole de Pfizer. Donc, là, pour être précis, si vous me permettez, je vais citer la phrase, c'est sur le site de l'ANSM, donc sur la pharmacovigilance, enquête de pharmacovigilance et comité de suivi, au paragraphe objectif et méthodologie, c'est la première phrase, l'objectif du suivi de pharmacovigilance est de détecter des effets indésirables, nouveaux et ou graves, non identifiés dans les essais cliniques. Voilà. Donc la messe est dite, parce que je pense que quand même... Et le lien est en dessous. Voilà, alors j'espère qu'ils ont mis du coup en place ce que je n'ai pas trouvé comme information, une dimension sur la pharmacocinétique qui n'était pas étudiée, sur la pharmacodynamique, sur les effets génotoxiques, donc toxiques sur votre génome, sur votre ADN, parce que tous ces aspects-là n'avaient pas été évalués dans le protocole. Mais ça, vous voyez, je ne sais pas. Mais globalement, quand même, on est bien d'accord que du coup, ils ont quand même restreint le champ du... Alors, ils pourront effectivement clamer haut et fort à la population française en disant notre pharmacovigilance n'a rien détecté. Oui, ben, c'est sûr, elle n'a rien détecté parce qu'elle n'a pas détecté les 2,7% qui se retrouvent parfaitement incapables de travailler et d'avoir leur activité quotidienne. 2,7%, c'est quand même beaucoup. Ça, c'est dans l'essai Pfizer, c'est ce qui est rapporté dans l'essai Pfizer. Alors c'est le CDC qui a rapporté sur l'effet sur le vaccin Pfizer, 2,7%, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un risque de la Covid, de se retrouver, je cite, incapable d'effectuer des activités quotidiennes normales, incapable de travailler. Sur une population, sur une nation qui déjà va pas bien au niveau de sa capacité de production, de travail, prendre un tel risque, c'est incroyable. Alors évidemment ça, vous n'en entendrez pas parler en France, c'est la bonne nouvelle, puisqu'ils sont déjà répertoriés. Donc voilà, ça... Alors il y a peut-être un petit détail qui va dans le sens de tout ce qu'on vient d'expliquer. J'ai reçu il y a quelques semaines Maître Divisio, l'avocat de Didier Raoult notamment. Il nous expliquait avoir déposé une plainte parce qu'il considérait que administrer les vaccins aux personnes âgées de plus de 75 ans
étaient les considérer comme des cobayes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ah ben, ça c'est... Alors j'imagine que oui, parce que on pour retrouve, vous, on est dans le décès non, mais clinique, on le déjà. retrouve même dans les rapports de l'Assemblée nationale qui vous expriment très clairement que l'efficacité du vaccin Pfizer n'a pas été évaluée dans la population des plus de 75 ans. Donc à partir de là, tout vaccin administré à un sujet plus de 75 ans, effectivement, on est dans du cobaye, ni plus ni moins, puisqu'on ne sait même pas quelle pourra être l'efficacité. Alors, des collègues vont pouvoir s'époumoner en disant « mais on imagine que, on peut inférer que ». Mais enfin, les imaginations et les estimations, ça me semble problématique, surtout sur des sociétés qui ne sont pas des enfants de cœur. Quand vous avez été condamné à 2,3 milliards D'amende et de dommages et intérêts. sous prétexte que vous avez une communication en marketing frauduleux sur 13 médicaments, on peut quand même raisonnablement se dire que c'est important de dire que si eux, ils n'ont pas testé l'efficacité sur les plus de 75 ans, il faudrait être très très prudent. Space Coast Ground, Cessna Delta Romeo Alpha c'est Golf tout. Mais Uniform November Oscar indépendamment Victor des plus de Taxi 75 to ans, comme je vous l'ai expliqué, comme de toute façon les étant purs, de toute façon les autres aussi sont des cobayes. Mais en tout cas, ils sont des cobayes avec un tout petit peu de données chiffrées. Plus de visibilité, disons. Taxiing to General Aviation, parking using taxiway Alpha Cross Runway 3, 6 Echo Charlie, Cessna mais November sans Oscar qu'on sache Victor. si c'est de l'anticorps facilitant ou neutralisant, donc sans savoir si vous allez augmenter vos chances d'avoir une forme aggravée de la maladie, donc une forme sévère. Et Alexandra Orion-Caude, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez le sentiment, déjà, et oui, on est déjà à plus de 50 minutes. Je pense que je vais revenir alors, parce que j'ai rien dit de tout ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez le sentiment de vous battre seul? Alors ça rejoint un peu le début de cette émission. Vous disiez que vous aviez finalement une communauté scientifique foisonnante autour de vous, mais comment expliquez-vous que pas davantage de scientifiques montent au créneau? Il faut du courage pour y aller quand même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut alors, ils sont tous là. On est tous là, c'est-à-dire on est plus de 30 000 médecins quand même, hein, c'est pas rien. On est 100 000 citoyens, je veux dire, c'est vertigineux. Hein, on n'a jamais rassemblé. On est au niveau international avec la déclaration du Brad Barrington dans des chiffres de pareil, hein, de plusieurs dizaines de milliers, ce qui n'a, sur le plan scientifique, à ma connaissance, n'a jamais été un rassemblement aussi important. En revanche, ceux qui l'ouvrent sont peu nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y a la censure. Je veux dire quand même, moi, mes vidéos YouTube en 2h30, elles ont été censurées. Mon compte Facebook a été supprimé. Mon post sur LinkedIn a été supprimé. Un post uniquement, bon, ça va. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que Trump qui se fait censurer. Il y a aussi une parole scientifique qui se fait censurer. Donc ça, c'est le premier aspect. La deuxième, il y a quand même une dimension de courage. C'est qu'effectivement, il faut accepter de s'en prendre plein la tête. Et alors moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord... D'ailleurs, j'aime bien ça. Oui, mais en fait, je vais vous dire, je ne fanfaronne pas et je ne fais pas là du défi. Mais j'ai la chance, et ce n'est pas le cas peut-être de tous mes collègues scientifiques, que 100% de mes travaux scientifiques, c'est-à-dire 100% de mes articles scientifiques, soient régulièrement cités, c'est-à-dire que tous mes articles ont servi à quelque chose et qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y en ait au moins un qui soit cité, tous les jours.